tous. Merci à Thé d'être avec nous, de faire escale sur notre plateforme. On a dit qu'on allait avoir une conversation un peu autour du feu. Tu vas nous raconter ta vie, qui est quand même assez extraordinaire. On va commencer. Nous avons eu le bonheur de rencontrer déjà Pierre-Henri Athée-Chuet qui va nous expliquer, parce qu'il le fait à chaque fois, pourquoi Athée. Si vous avez vu un petit peu sa biographie, on pourrait imaginer qu'il a 150 ans, cet homme de à peine 33 ans, avec un parcours de vie, avec des rebondissements et beaucoup de résilience. Alors Athée, tu as la gentillesse de te présenter en 2 minutes. Qui es-tu donc? Bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci Enza, merci pour l'invitation. Effectivement, des fois, quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'avoir 150 ans. Et ça, je pense que c'est à cause du confinement avec les 3 enfants en bas âge. Je pense que tous ceux qui ont des enfants en bas âge comprendront. Ça a tendance un petit peu à fatiguer quand on travaille beaucoup depuis la maison. Alors, moi, j'ai 33 ans. Comme vous l'avez vu, je suis franco-canadien, français par la naissance. Et j'ai servi dans l'armée française et canadien par ma mère, qui est de Montréal. Et maintenant, par le travail, je suis pilote de ligne chez Air Canada sur Boeing 737 MAX. J'ai eu différentes périodes dans ma vie. Une première période de sportif. J'ai fait 5 championnats de France dans 5 sports différents. J'étais champion de France de pilotage de précision, de rallye aérien. J'étais numéro 3 en voltige aérienne. Ça, c'est pour les sports aériens. J'ai fait les mondiaux de pilotage de précision à 18 ans. Et après, j'ai également fait en parallèle du sport d'endurance avec les mondiaux de duathlon, mondiaux de triathlon. Donc, duathlon, c'est course à pied, vélo, course à pied. Triathlon, c'est natation, vélo, course à pied. J'ai gagné l'US Open de triathlon il y a maintenant 12 ans et 4 kilos. 4 kilos. Et ensuite, je suis rentré dans l'armée. Et dans l'armée, j'ai été formé par l'US Navy, 13 ans dans l'aéronavale française. J'ai piloté du Super Étendard, donc c'est cet avion-là, et également du Rafale, que je ne vais pas vous présenter parce que vous en avez parlé dans la presse pour la Suisse, avant d'avoir la chance d'aller au combat en Irak après le Bataclan. Je dis bien la chance, mais on pourra en reparler parce que dans des cas comme ça, on estime en tant que militaire que c'est une chance de pouvoir représenter la République sur la ligne de front et derrière de me reconvertir dans la ligne. Un petit souci de santé, suivi par un petit souci pour mon avion et je me suis retrouvé consultant, puis conférencier et maintenant youtubeur. Donc depuis 11 semaines, je suis sur YouTube, je suis le premier influenceur pilote francophone de la plateforme. Donc c'est sympa, mais oui, le matin, des fois, c'est pas toujours facile, mais je suis sûr qu'on va en parler. Mais oui, merci à Thé d'avoir fait un résumé de cette vie si intense. Alors, si on commence par le début, tu pilotes à 15 ans. Alors, d'où te vient cette passion déjà? Alors moi, j'ai commencé l'aviation à 14 ans. J'ai été breveté pilote le jour de mes 15 ans. Donc, j'ai brevet de pilote le plus jeune d'Europe. C'était assez sympa. Moi, la passion, je suis tombé dedans étant tout petit. Mon père était pilote de chasse dans l'armée de l'air. Il a fait 17 ans dans l'armée française. Il a fini sa carrière dans la Royal Air Force en tant qu'officier d'échange dans le nord de l'Angleterre. Ma première école, ma maternelle était sur une base de la Royal Air Force dans le nord, du côté de York. Donc, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Donc, toutes les conversations tournaient autour de l'aviation. J'ai fait ma petite crise d'adolescence vers les 14-15 ans quand je me suis mis à rentrer plus dans le sport en me disant c'est pas assez physique, pilote. Je vais plutôt m'orienter vers les forces spéciales, commando Hubert, tout ce qui est un peu l'équivalent des Navy Seals, un peu américain, version française. Et j'ai eu la chance de faire un vol de voltige aérienne où j'ai compris que le métier de pilote de chasse était quand même physique. Donc après, je me suis dit, bon, moi, je vais tenter ça. Et l'autre point, c'est que j'ai pris un peu de recul face à la fonction militaire. Et moi, ce qui me pousse, c'est l'impact. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus impactant d'un point de vue opérationnel sur le champ de bataille? Est-ce que c'est l'opérateur des forces spéciales au sol ou est-ce que c'est le pilote qui va leader une patrouille des fois de 60 avions au combat? Et je me suis dit, quitte à aller au combat, quitte à prendre ce risque, pour pas appeler un chat, autant essayer d'avoir l'impact le plus important possible, donc y aller avec quelque chose d'assez efficace. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à choisir l'aviation, mais on va dire que c'est assez simple comme choix puisque je baignais dedans, mais j'ai choisi la marine pour éviter
en fait, de toucher au réseau de mon père, qui était quand même assez connu dans l'armée de l'air. Donc, je me suis dit, en rentrant dans la marine, voilà, il n'y aura pas de biais de réputation familiale, on va dire, et je pourrais me créer ma propre réputation. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi la marine. Mais quand on entre comme ça, comme tu l'as fait à 19 ans, tu rejoins l'aéronavale, tu deviens pilote de chasse sur Rafale, est-ce qu'on on peut imaginer à cet âge-là qu'en fait on peut aller à la guerre? Est-ce que c'est quelque chose qui a traversé ton esprit à ce moment-là ou pas? Oui, en fait, pour être très honnête, tu as plus de chances de mourir à l'entraînement qu'au combat en tant que pilote de chasse. Donc, c'est même pas vraiment la fonction guerre qui te vient à l'esprit. Très honnêtement, en tant qu'opérationnel, guerre, tu vas plus penser à capture, torture. Le métier de manière générale, tu vas plus penser à un métier lié à l'aérien, donc accident. On a bien vu, nous, les statistiques en France et un peu partout dans l'OTAN, hein, c'est qu'il y a là où il y a le plus de pertes, c'est clairement un entraînement. Donc, quand tu rentres dans l'armée, tu en as conscience. Il y a on va dire la mort est vraiment pour pas chacun, mais moi, je pense qu'au moment où tu décides de ton engagement, tu as déjà fait, entre guillemets, le deuil dans un coin de ton cerveau, c'est clair que tu peux plus ou moins mourir à n'importe quel moment, et du coup, ce n'est plus un problème. On n'en parle jamais en unité, on n'en parle jamais entre nous. C'est même pas un sujet en fait. C'est-à-dire qu'au moment où tu rentres dans l'armée, tu sais que ça fait partie des risques du métier, c'est accepté par tout le monde, et il y a une sorte de pudeur vis-à-vis du sujet qui fait que c'est un sujet sur lequel on n'échange jamais. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Seul sujet sur lequel on échange, c'est en cas de capture, par exemple face à Daesh, où là, ça a échangé un petit peu et c'était des sujets du genre j'ai envie d'être pris vivant ou j'ai pas envie d'être pris vivant, c'était plus autour de ça. Mais voilà. Alors justement, la guerre, tu es d'ailleurs médaillé d'Irak, hein, je crois. La guerre, tu la rencontres après les attentats du Bataclan à Paris. On t'envoie au front. Comment ça se passe? Comment tu vis ça? Et qu'est-ce que tu fais? Alors là, c'est assez intéressant parce que moi, à ce moment-là, j'étais dans l'équipe de démonstration de la marine. Donc, je faisais des meetings aériens. Donc, tu voles devant 110 000 personnes. C'est super sympa le week-end. La semaine, tu t'entraînes, mais le week-end, tu es au contact avec les gens. Tu signes des autographes. C'est super sympa. Là, il y a le Bataclan qui arrive et dans la foulée, eh bien, on part 2 jours après le Bataclan, on part. Et là, moi, j'ai eu énormément de chance. C'est qu'il n'y avait aucune question à se poser. On connaissait tous quelqu'un qui avait été touché. Ma sœur est parisienne, était à côté. Ma sœur est pas du tout pro-militaire, elle est même plutôt anti-militariste. J'ai même eu un texto de sa part qui était en mode allez-y et faites ce que vous avez à en faire. Donc je pense que c'est un des rares moments où on a une sorte d'union nationale autour d'une cause commune et on était persuadé de manière vraiment profonde, intime et sans aucun doute que la cause pour laquelle on allait se battre était juste et était soutenue par vraiment 99,9% de la population et de la République. Donc, c'était très facile intellectuellement. Tu prends des guerres un peu différentes, même la Libye ou des choses comme ça, c'est un contexte psychologique différent. Mais là, quand tu pars 2 jours après le Bataclan, et même moi je le vois en tant que conférencier ou quand j'échange avec des gens qui ne sont pas forcément pro-guerre, moi j'ai fait un tour au combat, c'était 2 jours après le Bataclan, il n'y a pas grand monde qui va te le reprocher. Donc j'ai eu cette énorme chance de savoir exactement pourquoi j'y allais, d'y aller pour une cause qui était considérée juste à ce moment-là dans le temps par l'entière majorité de la population. Donc un rare alignement qui rendait vraiment ça facile. Faut appeler un chat un chat. On était vraiment content de pouvoir être la pointe de l'épée, comme on dit, le fer de lance, représenter la nation là-dessus et surtout transformer l'effort de milliers de personnes sur le champ de bataille. Parce que nous, on est pilotes, mais c'est des milliers de personnes derrière qui travaillent ensemble pour nous permettre de mettre en œuvre l'armement. Et la manière dont on faisait la mise en œuvre d'armement, ça c'est important aussi de préciser. Moi, j'ai jamais fait d'offensive, c'était purement du défensif pour les forces spéciales. Donc tout ce que j'ai fait, c'était pour aider les forces spéciales au sol qui étaient prises en embuscade, qui étaient attaquées par des troupes adverses. Donc, je veux bien dire qu'on faisait un peu d'aide humanitaire, même si ça peut paraître bizarre, mais c'était vraiment cette notion de rendre service à des tierces personnes qui sont de notre côté, les aider, leur permettre de rentrer vivants le soir. Moi, j'avais mon deuxième enfant à ce moment-là, et tu te dis, là, je viens d'aider des forces spéciales canadiennes, américaines ou françaises, et tu te dis, il y a peut-être des pères qui rentreront chez eux grâce à ce que j'ai fait, ou
father in becoming, comme j'aimais bien dire, ou qui ne sont pas encore, mais grâce à mon action, ils pourront avoir des enfants plus tard. Donc d'un point de vue intellectuel, c'était étonnamment facile grâce à ça. Et le dernier point, je pense, qui m'a aidé, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'étais à la fac par correspondance, j'avais repris des études. Je faisais une licence en sciences de l'éducation, ce qui fait que le soir, je faisais de la philosophie. Il y avait des devoirs de philosophie à rendre. Donc la journée, je faisais 8 heures au-dessus de l'Irak. Je tirais ce que j'avais à tirer, j'aidais les troupes comme je pouvais, on gérait des situations compliquées. Tu revenais le soir, petit footing de 20 minutes pour souffler, pour se détendre, et je m'asseyais à mon bureau et je travaillais la philosophie style université. C'était une licence en sciences de l'éducation. Donc ça permettait vraiment de prendre du recul par rapport à ce qui se passait et être dans l'auto-analyse, ce qui était assez intéressant. D'accord. Enfin, si on se remet dans le contexte, tu as 24 ans, tu es déjà pilote instructeur à 24 ans, tu as 2 enfants, une femme évidemment conquise par l'uniforme, et tu pars, petit clin d'œil aux filles, et là tu pars à la guerre. Tu nous as expliqué, parce que tu nous as fait le plaisir de venir une fois en présentiel au cercle, comment ça se passe quand tu es dans ton cockpit, de penser aux autres. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Combien vous êtes et comment les ordres arrivent? Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, la mission classique fait 6h30 de vol pour à peu près 8 heures dans le cockpit. On arrive à l'avion 45 minutes avant. La manière dont ça se passe, c'est il y a l'Irak. L'Irak est découpé en morceaux et c'est quadrillé. Et on va être envoyé en tant que pilote avec une patrouille de 2 aéronefs pour prendre ce qu'on appelle un slot, donc un quart, une permanence pour certains carrés découpés pour certains horaires. Donc l'état-major nous dit, ce mardi matin, de 8h à 9h30, c'est la patrouille d'AT qui va être en alerte au-dessus de ce point d'espace. À telle heure, ils iront ravitailler sur tel avion. Ensuite, ils iront passer 1h30 dans cette zone-là. Ils iront ravitailler sur tel avion. 1h30 dans cette zone-là. Ils iront ravitailler. Une demi-heure par là. Et après, ils rentrent. Donc ça, c'est les ordres que tu as. Après, c'est la vision un peu macro. Tu fais ce que tu veux en termes d'organisation. Tu gères ton pétrole, ton énergie, ton équipe. Tu as cette liberté tactique qui est intéressante. Tu prépares la mission, c'est beaucoup de calculs pétrole, d'études de la météo, choix de l'armement en fonction de la conjoncture. Tu essayes d'avoir les forces spéciales au sol en avance, savoir un peu ce qui se passe, prendre la température. Après, tu pars à l'avion, après avoir briefé ton équipier, après avoir échangé avec quelques spécialistes. Là, tu as 1h à 1h20 de transit, donc un peu comme un avion ligne, tu fais un Genève-Paris. C'est assez calme en termes de charge de travail. Et là, d'un moment, tu arrives dans la zone et souvent, il y a des troupes au contact ou des choses comme ça. Ta charge de travail augmente de manière assez énorme, mais tu ne sais jamais ce qui va te tomber dessus. Donc, on est dans un cadre très délimité, très connu, mais ce qui va se passer à l'intérieur du cadre, c'est un peu la roulette russe à chaque fois et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, c'est passionnant parce qu'il n'y a pas 2 vols qui se ressemblent. C'est passionnant parce qu'on a un impact direct pour aider des personnes en temps réel. Mais la pression est énorme parce qu'on est un petit peu au front, on est directement pour aider nos clients, les forces spéciales. Et si on n'arrive pas à faire ce qui nous est demandé, si on n'est pas assez bon, si on s'est mal entraîné, si on est trop stressé ou on fait une erreur, tout simplement, et on fait tous des erreurs, ben, ça va avoir un impact direct. Et on va dire les retombées en termes de réputation pour l'armée française, en termes de retombées médiatiques ou autres, sont énormes. Donc on est vraiment un peu sur la pointe de l'aiguille, où à la fois c'est génial d'avoir un impact pareil, mais le prix à payer, c'est qu'on n'a vraiment pas le droit. Alors, c'est pas droit à l'échec. L'erreur, on peut en faire, mais on n'a vraiment pas droit à l'échec. Donc, c'est un formidable laboratoire, on va dire, de ressources humaines et psychologiques, parce que tu apprends vraiment à bien te connaître, tu apprends à bien connaître le travail en équipe, parce que comme encore une fois, on n'est pas tout seul, et tu peux tester plein de choses. Et tu ne dormiras pas de la nuit s'il faut. Enfin, tu vois, tu as vraiment cette motivation, ce drive. Tu ne rechignes pas à mettre de l'énergie dans ton travail parce que tu sais que les conséquences sont immédiates et qu'il faudra vivre avec pendant 60 ans. Donc, c'est vraiment un accélérateur, on va dire, d'expérience parce que les enjeux sont énormes. Alors, de se passer de pilote-instructeur, selon nos discussions, moi, j'ai retenu deux éléments dont tu parles toujours. Un, et tu fais un parallèle avec les entrepreneurs notamment, c'est au fond, à un certain moment, il y a un chef et pas 15.
Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, tu parles de 3000 débriefings au moins dans ta carrière. Tu veux peut-être juste faire ce parallèle avec l'entreprise? Bien sûr. Alors là, il y a un petit point qui est rigolo. D'ailleurs, je vois qu'il y a du personnel, des membres de la communauté aérienne qui nous regardent. Bonjour. Le point qui est intéressant, c'est que moi, en quittant l'armée pour rejoindre l'aviation civile, je me suis rendu compte qu'en fait, dans le civil, il y a même plus de hiérarchie que dans le militaire, même si ça peut paraître contre-intuitif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que j'ai retrouvé dans un cockpit d'avion de ligne, c'est quand même qu'on a une vraie contrainte en termes de retour sur investissement. Il faut que les ordres arrivent rapidement et on ne se connaît pas. Et la grosse différence entre ce qu'on peut retrouver dans l'aviation civile et dans une grande compagnie et l'aviation militaire, c'est que dans l'aviation militaire, on se connaît et du coup, on fait passer les relations interpersonnelles presque avant une certaine forme de ROI, parce qu'il faut qu'on reste ensemble pendant 5 mois sur le bateau, on va faire pendant 10 ans nos carrières ensemble, alors que quand on arrive chez Air Canada, on ne voudra jamais être le même équipage. Donc ça, c'est juste un petit point qui est, oui, il y a un chef, oui, il faut savoir décider, mais contrairement à ce qu'on peut croire, dans l'armée, on est beaucoup dans le style démocratique, parce que c'est une armée de métier, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller au combat. Si je vous force à monter dans un avion et aller au combat, vous allez me dire que votre avion est en panne, et ça ne va pas fonctionner. Donc, cette notion de chef est très intéressante, mais la notion de suiveur est encore plus forte. On pourra développer après un peu si tu veux. Mais c'est vraiment cette notion d'équipier qui est très, très puissante. Et pour en revenir sur l'autre part de ta question, donc on a ce côté hiérarchique, et là, excuse-moi, je suis en train de me perdre. Le débriefing. Le débriefing. 3000 débriefings. Le débriefing, c'est clé. À chaque fois que tu pars en vol, quand tu reviens, tu débriefes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut t'arriver de faire 3 débriefings par jour. Et dans l'avion, tu vas faire un débriefing en fin de mission, mais tu vas te faire des auto-débriefings pendant le vol également. Sur un vol de 8 heures, si tu veux être vraiment bien et t'adapter à la situation de manière permanente, tu vas t'auto-analyser, te faire des auto-débriefings. Par exemple, tu dois te rapprocher du tanker. Aujourd'hui, la situation n'est pas très bonne. Tu vois que c'est compliqué, c'est pas très bon. Tu vas l'analyser, tu vas te débriefer et derrière, tu vas te dire sur ce rassemblement, je n'ai pas été très bon. Les conditions aujourd'hui sont pas terribles. Je devais arriver avec 20 minutes de fuel sur le prochain tanker. Je vais changer un petit peu mon plan et on va arriver avec 25 minutes de fuel sur le tanker. Donc, je vais moins consommer de carburant dans les prochaines 90 minutes. Je vais faire plus attention. Et ça, c'est grâce à cette capacité de prendre du recul et d'auto-analyse permanente qu'on développe en tant que pilote de monoplace. Et on est obligé de le faire. On est obligé d'être constamment dans cette auto-analyse pour la bonne et simple raison que on est tout seul dans le cockpit et arriver à un certain niveau de compétence dans l'institution. Moi, j'étais chef instructeur, j'avais personne au-dessus de moi. Si tu ne t'auto-analyses pas de manière permanente, par rapport à la norme ou ce que tu voudrais être, tu vas commencer à dévier et à ne plus être dans vraiment la création de performance et d'excellence. Donc ça, c'est très, très important, effectivement. Merci beaucoup. Alors là, se passe 5 ans, tu arrives à 29 ans, où beaucoup dans le privé commencent une carrière. Toi, là, tu décides de finir ta carrière à ce moment-là et tu veux te reconvertir pour passer dans l'aviation civile. Tu veux nous raconter? Ouais. Donc là, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en contrat à durée déterminée avec l'armée française pour 13 ans. Nos contrats sont faits de telle manière que tu peux rentrer et faire 13 ans, quitter au bout des 13 ans avec rien du tout, pas de pension, pas de retraite, rien, ou alors rester jusqu'à 17 à 25 ans, et entre 17 et 25 ans, en fait, entre 17 et 24 ans, si tu pars, si la RH de l'armée l'autorise, tu peux partir avec une pension. Donc, la plupart des gens font 17, 18, 20 ans. Or, moi, j'étais chef instructeur sur Rafale. On a une crise RH à ce moment-là dans l'armée. Et au moment de re-signer, on me dit tu vas re-signer pour atteindre les 24 ans. Et on ne te laissera pas partir à 17 parce qu'on a besoin de tes compétences. Donc, c'est 24 ans ou rien. Donc, je repartais pour plus de 10 ans. Et donc là, j'ai regardé la conjoncture dans le milieu civil. À ce moment-là, la conjoncture était excellente. Et j'ai dit, moi, je préfère partir chez Air Canada à ce moment-là parce que je sais qu'à 34, 35 ans, je serai commandant de bord. Et pour des raisons de vie personnelle, de côté un peu anglo-saxon pour mes enfants, d'envie d'entreprendre à côté. J'avais quand même une bonne carrière militaire avec les meetings aériens, je suis allé au combat, tout ça. Je me sentais pas coupable de partir après 13 ans. Si je n'avais pas été au combat, je serais resté parce que je me serais senti redevable auprès du contribuable français. Là, j'avais le sentiment un petit peu d'avoir remboursé l'investissement qui avait été fait sur moi et
de pouvoir, de manière assez égocentrée, profiter pour moi et ma famille de ma trentaine pour faire des choses originales. Donc, j'ai décidé, je me suis aligné en me disant maintenant, il faut que je me reconvertisse. Et j'ai tout mis en œuvre pour rentrer chez Air Canada. Donc, j'ai travaillé, j'ai repris les études pour pouvoir avoir un bac+3. J'ai passé mon pilote de ligne canadien, mon pilote de ligne américain. Et j'ai fait des allers-retours avec le Canada pour pouvoir passer les sélections qui se sont très bien passées. Et j'ai pu rentrer donc, chez Air Canada en octobre 2017 avec l'arrivée du Boeing 737 MAX. Alors, on va y revenir sur le fameux Boeing, mais entre-temps, pour profiter de tes 30 ans, arrive l'impensable et tu fais un AVC à un âge totalement incongru pour cela. Tu nous fais quoi là? Là, beaucoup de pression pendant le combat. Après, j'ai dû passer mes qualifs de chef instructeur. En parallèle, je faisais ma reconversion à un enfant, enfin, des enfants en bas âge. Beaucoup de travail la nuit, enfin une très très grosse charge de travail. Je quitte l'armée, j'arrive chez Air Canada, je passe toutes les qualifications. Je rentre en France parce que ma femme va accoucher du troisième dans très peu de temps. Et là, je me détends, si on peut dire. Je donne le biberon à mes enfants, je suis tout seul à la maison. Et là, je fais un AVC, donc paralysie de la moitié du visage. À 31 ans, aucun facteur à risque, rien. Ça marque au niveau du cerveau. Et du coup, je suis interdit de vol pendant un an. donc là, ça fait un peu bizarre parce que tu viens tout juste de quitter l'armée en te disant je vais me reconvertir dans le civil. Tu viens de réussir toute ta reconversion, tu es parti pour 32 ans de carrière sans souci. Et là, toutes tes certitudes s'effondrent un petit peu beaucoup. Et j'ai dû me réinventer. Et c'est justement un soin intensif où je me suis rendu compte que toutes les méthodes qu'on utilisait dans un cockpit pouvaient s'exporter en fait au-delà du cockpit. Et c'est là où je me suis mis en fait à intellectualiser un peu, à intellectualiser un petit peu tous ces concepts-là. Et au final, ça a été un vrai déclencheur pour mon autre carrière qui est maintenant donc, principalement la conférence et le workshop. Oui, là tu prends un raccourci quand même parce que, tu as l'AVC qui te cloue sur place, si on peut ainsi dire, et puis tu choisis de voler sur un 737 MAX qui lui aussi est cloué au sol. Parce qu'en fait, tu es toujours employé par Air Canada, non? C'est ça. Donc en fait, moi au début, donc, je suis interdit de vol pendant un an. Donc, interdit de vol pendant un an et normalement, je peux reprendre au bout d'un an. J'arrive au bout de 10-11 mois, je commence à voir comment je peux faire pour retourner dans un cockpit. Et là, le Boeing 737 MAX se retrouve interdit de vol. Et donc, initialement, c'est moi qui ai pour être volé. Et derrière, c'est tout mon secteur, on parle de secteur pour un type d'avion, qui se retrouve interdit de vol. Et là, Air Canada me dit, tu es en arrêt médical, tu es payé par l'assurance, reste comme ça en arrêt médical et puis on en reparle quand le 737 revient. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo où c'est moi qui perds mon aptitude et au moment où je peux revenir dans le jeu, c'est mon avion qui perd son aptitude. C'est pas banal, effectivement. Et donc là, à l'heure actuelle, moi je suis toujours en CDI avec Air Canada, toujours en arrêt médical et j'espère reprendre en 2021, mais je ne sais pas encore sur quel type d'avion. Mais là, en plus, avec le ralentissement, on s'est séparé de 600 pilotes, enfin voilà, je ne pense pas qu'ils aient besoin de moi tout de suite. C'est à ce moment-là que tu publies, tu écris Débrief, qui fait un succès sur les ventes Amazon. Et là, c'est à quel moment tu l'écris, ce livre? Oui, donc moi ensuite, je lance initialement une entreprise en Angleterre sur la réalité virtuelle. Donc je décide de me mettre sur le créneau de la réalité virtuelle pour partager avec tout le monde en fait, qu'est-ce que c'est qu'être pilote de chasse? Réussir à faire travailler les gens sur les soft skills, prise de décision, communication, toutes ces choses-là, saturation, recharge de travail. Donc, je m'intéresse à ça, j'achète pas mal de simulateurs de vol, c'est assez sympa. Et je commence à découvrir un peu mieux le monde civil. Donc, moi, j'arrive de l'armée, je ne connais pas grand-chose. Et là, je me rends compte que toutes les situations de leadership auxquelles on était confrontés dans l'aérien, on trouve des parallèles dans le monde civil. Or, dans l'aérien au combat, il faut vraiment trouver des solutions. Et des fois, dans le monde civil, la motivation de travailler 23 heures par jour pour résoudre des problèmes n'est pas forcément là. Donc, en fait, on a un petit peu d'avance sur certains domaines. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Et là, je me dis, comment est-ce que je peux l'intellectualiser? Comment est-ce que je peux le conceptualiser? Et je me dis, je peux faire de la conférence. Je pourrais faire de la conférence, ça serait sympa. Et après, je me mets à étudier un petit peu le marché de la conférence et je me rends compte que pour être conférencier, il n'y a pas 36 solutions. Il faut avoir fait des conférences, il faut avoir fait un TEDx, il faut avoir fait un livre et il faut faire de la télé.
Et donc là, j'applique un peu mes méthodes et je me dis, bon, on va commencer dans l'ordre. Donc, il me faut en 2019 un TEDx, un livre. Donc, je fais mon un TEDx, celui de Toulouse. Derrière, j'écris un livre en anglais initialement parce qu'étant franco-canadien, le marché de la conférence en Amérique du Nord est quand même très intéressant. Donc, je me dis, je vais faire l'effort de tout coucher sur le papier. Donc, je fais un livre qui est après détecté par la DRH de NI France, qui m'a fait la préface. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce gros groupe pétrolier qui apprécie le bouquin. Et ensuite, derrière, je me dis, bah, je vais essayer de faire de la télévision. Et je suis le plus jeune consultant aéronautique d'Amérique du Nord. Donc, dès qu'il y a un accident en Amérique du Nord, l'intervenant sur la première chaîne en anglais canadienne, généralement, c'est moi. Donc, avec ce fond-là, je fais des lives. Ah, attention, pardon, il y a le chat qui est passé. Excusez-moi. On a un chat depuis 5 jours. Et, et c'est le chat de ma femme. Donc, je suis obligé de faire avec. Donc là, il faut encore que je lui apprenne deux, trois règles. Je vais le débriefer après. Et du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvé on va dire, à fournir l'effort. Parce que c'est quand même un effort de faire un bouquin quand on gère une boîte à côté. Je me suis mis à fournir l'effort pour ça et j'ai beaucoup de chance parce que depuis 35 jours, on est best-selling, donc la meilleure vente en leadership sur Amazon France. 35 jours non-stop. Donc ça fait plaisir. Alors, bon, toi, tu as toujours le sourire, toujours l'idée qui fait que tu rebondis, mais il faut quand même dire à ton plan initial, je vais faire des conférences, voilà, tu te prépares, Covid-19. Et donc, en fait, là, à ce moment-là, de nouveau, ton plan, il tombe à l'eau, si je peux ainsi dire, mais tu rebondis et tu fais autre chose, tu vas ailleurs. Tu veux nous expliquer juste ce que tu Ouais. fais? Donc effectivement, faut croire que toutes les industries que je touche s'effondrent. Je touche à l'aviation avec le 737 MAX, ça se passe mal. Après, derrière, au moment où je peux revenir, bon là, c'est toute l'industrie aéronautique qui accuse le coup. Du coup, je me mets dans la conférence. Ça commence à super bien se passer depuis début 2020. Vraiment, ça se passe très très bien. On est plein en février. J'ai fait 42 jours dans ma valise. Donc, je suis parti de Provence, Paris, Bruxelles, Genève, Kinshasa, Montréal, Vancouver, tout ça sur le même voyage. Phoenix, Arizona, Montréal, on a fait l'Espagne, après on a monté à Paris, Genève, avant de finir en France. Enfin, 42 jours de fou, et là, il y a le Covid donc, qui stoppe un peu tout ça. C'est pas plus mal. Je me suis rappelé que j'avais des enfants. C'était quand même sympa. Mais effectivement, là, ça s'arrête. Pendant 15 jours, je suis assez présent sur les réseaux sociaux parce qu'en France, on parle de situation de guerre un petit peu. Donc, j'essaie de partager. J'essaie de partager autour des méthodes de l'aérien, autour des lessons learned que j'ai eu au combat. Et je me dis, c'est pas, on va pas fatiguer les gens, c'est pas bon pour la prestation de service en ce moment, c'est vraiment pas le bon moment. Donc, ce que je vais faire, c'est j'entends à la radio qu'un jeune sur deux a des soucis un peu psychologiques à cause du Covid. Et je me dis, je vais essayer d'aérer les gens. C'est quoi le Chacun est chez soi, chacun se sent isolé. Les gens perdent un peu confiance dans des grandes idées. Moi, qu'est-ce que je connais? Je connais l'aérien. Il n'y a pas grand monde qui partage autour de l'aérien. Je vais donc essayer de créer des webinaires et je vais partager autour de l'aérien, montrer que c'est une super industrie, que même si là, elle accuse le coup, derrière, il y aura de la lumière parce que c'est vraiment une industrie qui est géniale et qui est affaire de passionnés. Donc, je me dis, je vais pouvoir rentrer comme ça un peu dans le salon des gens. L'aérien, ça intéresse quand même des gens on va dire, qui sont généralement cadres ou cadres sud. Donc, je me dis, ça peut servir également le côté B2B post-Covid. Et d'une chose ou d'une autre, je me retrouve à devoir publier sur YouTube parce que le webinaire, le software n'a pas marché. Et là, j'ai un super retour très rapidement. J'ai genre 700 personnes sur un live, tout ça. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je me mets à produire du contenu. À identifier, à apprendre YouTube. Je ne connaissais rien du tout à YouTube il y a 11 semaines, à me former sur YouTube la nuit et tout, et à mettre en place toutes les stratégies, venant un peu d'Amérique du Nord, de tunnels de vente, toutes ces choses-là, de manière à croître mon audience sur YouTube. Et en 11 semaines, on est à 2,5 millions de vues. On est passé sur Télématin, France 24, CNews en France, qui m'appelle le Maverick français. On est passé dans une multitude de journaux. La croissance de la chaîne a été vraiment bonne, partant de rien. Et moi, ça me permet d'amorcer une sorte de tunnel de vente également pour mes activités de consultant et de conférencier. Donc, ça m'a permis de diversifier l'entreprise. Donc, j'étais purement B2B, de créer une offre B2C également qui vient servir,
qui vient servir le business model de la boîte et de diversifier et de créer des différents streams of income. Donc maintenant, on a des cours en ligne, on fait de l'accompagnement pour les jeunes qui veulent faire pilote. J'ai signé des contrats de youtubeurs avec certaines entreprises, des choses comme ça. Donc, ça permet vraiment de diversifier et de revenir à mes amours qui sont faire des choses différentes. Moi, je faisais pas du triathlon pour rien. La course à pied toute la journée, ça m'intéressait pas. J'aimais bien varier les plaisirs. Donc là, switcher de B2B à B2C, je trouve ça intéressant, assez sympa. Mais le gros piège de cette diversification, c'est qu'il faut quand même rester aligné. J'aime bien dire lose sight, lose the fight, rester aligné à ce qui fait vraiment tourner la boîte, donc comme le B2B, et ne pas faire du mal à sa réputation un peu B2B par tomber dans du trop, comme on dit, du putaclic Internet. Enfin, ça serait assez facile de faire ça, d'avoir une grosse audience, mais une audience pas forcément qualitative pour ce qu'on fait. Donc, ça permet d'avancer. Le débriefing est assez intéressant pour ça parce que ça permet d'avancer à tâtons et de rectifier constamment le tir. Et je pense que c'est clairement grâce à nos méthodes là, de débriefing, brief, débrief, débrief, qu'on a réussi à croître la chaîne comme ça en partant vraiment de rien, avec zéro appui et en n'y connaissant absolument rien. Donc ça, en tout cas, le confinement est vite passé, surtout à apprendre à faire de l'édition de vidéos, toutes ces choses-là, c'était assez sympa. Et là, depuis peu, on se lance au drone. Donc, je fais ma première vidéo avec des drones ce week-end et ça laisse entrevoir des choses sympas, même pour des workshops ou autres. C'est une compétence supplémentaire qu'on a acquise, c'est sympa. Alors, c'est une discussion qu'on a eue en cherchant le titre de cette intervention qui est la tienne. Est-ce que on a un caractère qui est formé à vouloir rebondir? Est-ce que c'est un état d'esprit? Toi, tu parles aussi de formation. Est-ce que n'importe qui peut rebondir selon des méthodes à l'attachouet? Alors, le plus important, c'est que pour rebondir, il faut tomber. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on a le luxe de pouvoir faire dans l'armée. J'en discutais avec le patron de Louvre Hôtel sur un webinaire il y a pas très longtemps, donc il y a quelques milliers d'hôtels. Mais c'est intéressant de voir comment, généralement, on peut accéder à des fonctions de cadre supérieur ou de cadre dans certaines entreprises sans vraiment avoir connu un échec sanglant ou vraiment quelque chose de presque humiliant dans sa carrière. Nous, dans l'armée, on n'ira pas au combat. Moi, je partirai pas au combat avec quelqu'un qui n'a jamais vraiment été le nez dedans, vraiment dans un échec complet. À tel point qu'il m'est arrivé d'avoir un équipier, un jeune équipier qui devait partir au combat. Mon commandant est venu me voir. Elle m'a dit, Athé, demain, tu voles avec ce jeune-là. On n'a jamais vu en vraie situation d'échec. Demain, tu me brises, tu me tords, je veux qu'il pleure. Et je fais pleurer un 3 gallons, un capitaine de 31 ans. En toute sympathie, je lui ai monté un vol qui était juste impossible et il s'est rendu compte de ses propres limites. Et on voulait ça pour s'assurer qu'une fois face vraiment presque à une humiliation professionnelle, à une autodéception extrêmement forte, il arrivait à trouver la capacité à rebondir. Donc, on a dans notre formation militaire. Et je pense que ça demande de l'entraînement. Et je pense même que ça nécessite d'être cultivé. Et c'est peut-être aussi pour ça que je fais un peu cette fuite en avant de nouvelles choses, parce que ça te force à te remettre en question. Ce qui tue, c'est un plateau professionnel confortable. Moi, tu me mets devant la télé, dans un super canapé avec des pop-corn et du coca, j'adore y rester. Hein. Alors ça, mais je vais rien produire. Enfin, je vais pas réussir, je vais pas être à mon mieux intellectuellement haute. Maintenant, tu me mets dans une situation de difficulté. Pour survivre, il va falloir que je me réinvente. Boum, c'est parti. L'idée de faire du contenu un peu avec des caméras, de créer une université en ligne, c'était ma première idée quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans. Je me suis trouvé pendant 2 ans des excuses pour pas le faire. Il a fallu le confinement pour qu'enfin j'arrive à trouver le temps de le faire. Là où je veux en venir, c'est qu'on est tous… voilà. Quand tu es dans une situation un peu confort, c'est toujours dur et il faut presque des événements stressants externes pour te forcer à puiser dans tes ressources et à te réinventer. Et moi, à chaque fois que j'ai été obligé de me réinventer, que ça m'a permis un petit peu de monter d'un cran, bah, c'était face à des éléments externes extrêmement hostiles où je me suis dit, ça, c'est l'élément qui va nourrir le travail nécessaire à l'atteinte de nouveaux objectifs. C'est un peu ce qu'on dit, où les méthodes qui t'ont amené à ce niveau-là et la technique qui t'a amené à ce niveau-là n'est pas la méthode et la technique qui t'amènera à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est vraiment ce facteur stressant extérieur qui te permet de te remettre en question et de trouver l'énergie de changer de niveau. Sinon, moi, je suis comme tout le monde, je préférerais rester en famille, être tranquille et être dans ma zone de confort. Et je pense que c'est presque cet état d'esprit qui est… Il y a moins de petites choses que je peux détecter, que je peux tourner en quelque chose de positif pour
justement essayer de me dire, là, il faut que je fournisse un effort supplémentaire. Je vais la trouver et je vais dire, ça, c'est le prétexte. Et boum, maintenant, je mets la post-combustion et je fournis cet effort. Je pense que c'est vraiment ça l'état d'esprit, te trouver des moyens de motivation externe pour te réinventer. Est-ce que tu te vois à nouveau revoler? De moins en moins. Très honnêtement, de moins en moins. Parce que plus ça va, plus je commence à rayonner dans des cercles un peu, on va dire, plus élevés que ce que j'étais avant. Là, le dernier en date, c'est vendredi dernier. J'ai on va dire un des top chefs de HEC qui m'a contacté, qui a lu mon livre, qui me demande de venir intervenir sur plusieurs thèmes à HEC Paris. Tu commences à rentrer dans un niveau assez intéressant et la vraie problématique, c'est qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, qu'est-ce qui me plaît. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette création intellectuelle. Et le vol transatlantique est certes intéressant, mais n'est pas aussi challengeant d'un point de vue intellectuel. Rencontrer des gens très différents sur des conférences, devoir s'adapter à une industrie différente à chaque fois pour essayer de comprendre leurs problématiques et leur créer un workshop, une solution, une formation sur mesure, c'est d'avoir un impact, ça c'est super sympa. Donc à l'instant T, c'est vraiment ce que j'aime. Mais voilà, moi j'aime l'aéronautique, donc c'est difficile. Je pense que je vais essayer de reprendre à temps partiel pour tout dire, mais on verra. Bon, le temps passe vite en ta compagnie, AT. Est-ce qu'on prend quelques questions du public en délire? Je pense. Philippe Meyer, spécialiste évidemment du domaine, a levé la main. Tu ouvres ton micro, tu poses ta question? Oui, merci. Salut Athé. Salut. Merci encore pour tous ces témoignages. La question est la suivante. Dans l'aviation civile, le pilotage est très formaté, quelle que soit finalement la culture. Et qu'en est-il dans l'aviation militaire? Est-ce qu'il y a des cultures du combat différents dans l'aviation militaire? Et si oui, qu'est-ce que tu en retires dans le civil? Très intéressant. Merci. C'est une super question et là on tape directement dans du culturel. Moi j'ai la chance d'être franco-canadien, d'être un peu des deux côtés. Et là clairement tu as un océan entre des styles différents. Tout ce qui est anglo-saxon, canadien, américain, même les anglais, c'est ultra procédural, que ce soit dans l'aviation civile ou dans l'aviation militaire. Tu ne vas pas réinventer la poudre à chaque vol tactiquement. En France, on est beaucoup moins dans cette notion d'industrie militaire, du tactique, on est dans de l'artisanat. À chaque vol, on va essayer de réinventer la poudre, tactiquement. Donc, tu as des procédures sur lesquelles tu vas te baser, mais on va être beaucoup plus parce qu'on est moins nombreux, parce qu'on a des petites unités, parce qu'on c'est plus justement centré sur l'humain, beaucoup plus dans la recherche d'excellence individuelle. Donc, on va à chaque fois essayer de trouver une nouvelle manière de faire parce que on ne peut pas mettre 30 avions en l'air, donc on va en mettre que 4, mais il faut qu'ils fassent un peu l'effet d'une quinzaine ou d'une vingtaine. Donc, en termes de style, on va être beaucoup plus dans cet artisanat très haut de gamme dans les nations européennes. On va vraiment essayer de compenser un manque de moyens, même sur un très grands avions, mais un manque de volume face aux postes armés par une excellence individuelle. Donc ça, on le retrouve dans la formation. Aux États-Unis, tu as un niveau de standard. Dans l'armée française, le niveau de standard existe, mais si tu… Ah. Tu es plus là, T. C'est sa 4G qui a pas fonctionné, Julien? Je sais pas, je vais lui dire qu'il est plus là. Silence personnel, une chose comme ça. On est dans la procédure, un bon pilote, c'est un pilote qui suit les procédures, qui en fait arrive par son anticipation et son expérience à rendre n'importe quel vol ennuyeux. Tu es tellement dans l'anticipation des problèmes, tu as tellement tout anticipé que tu arrives à rendre les vols presque ennuyeux. Donc, tu es moins dans cette recherche de performance individuelle, tu es dans cette ultra-anticipation pour la sécurité de l'industrie et des passagers. C'est pas vraiment la même chose. Donc, c'est quand même plus excitant le vol militaire. Voilà. On l'a perdu. Tu veux peut-être lui téléphoner? Il va revenir. Je pense qu'il va se reconnecter.
Lorenzo, tu poses la prochaine question? Tu es encore là? Je peux volontiers poser la prochaine question. Merci beaucoup. Où es-tu? Je ne te vois pas. Ah, Athé. Ah, me voilà. Ah, parfait. Tout le monde est là. Monsieur Allô, allô. Je me suis fait. Je ne Athé, sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Vous m'entendez? tu écoutes, tu es figé à peu Ah, près. vous m'entendez? Je me suis fait sortir du Zoom. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être je disais des choses trop secrètes. On a été brouillés. Vous m'entendez ou pas? On t'entend à peu près et on te voit bougeoter bizarrement. Il est reparti. Tout ce qui touche, il. Un nouvel événement dans sa carrière. Mettez C'est vos ça. casques. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il va lancer une plateforme demain, du coup. Tu es là? Il lance une plateforme de quoi, Julien? Tu veux nous en parler? Ouais, mais non, c'était une blague. En fait, il lance une plateforme Zoom 2. Comme à chaque fois qu'il plante un truc, il relance autre chose. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'essaie de voir, j'essaie de le récupérer et j'essaie de voir où il est déjà. Oh, je crois qu'il est carrément sorti là. Il y a l'apéro. Déjà? Hmm. Ah, peut-être. Est-ce que vous m'entendez? Je me suis fait sortir du Zoom. On t'entend, mais on ne te voit plus. C'est normal? Vous m'entendez? Attendez, je vais essayer de relancer ma caméra. Moi, je me vois. Je me suis fait sortir du Zoom. Alors, j'ai des travaux dans la rue. Alors, mais pendant que tu n'étais pas là, on blaguait pour dire maintenant, quand tu touches quelque chose, ça ne fonctionne pas. Donc, demain, tu vas lancer une plateforme, disait Julien. C'est ça. Donc, excusez-moi, je me suis fait sortir. Je ne sais pas pourquoi. Ne touche plus rien. Voilà, je ne touche plus à rien. Exactement. Donc, voilà, on improvise. C'est comme ça, c'est direct. D'ailleurs, la communication dans un avion de chasse, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'imaginez quand vous devez partir faire une mission, vous avez 60 avions sous vos ordres, de 6 nationalités différentes, et vous attendez à ce qu'il y ait du brouillage adverse. Donc, il faut réussir à monter en l'espace de 3-4 heures un plan de manœuvre qui déconflicte tous les avions, qui va attaquer une centaine d'objectifs face à une vingtaine d'avions, c'est souvent ça. Et il faut que ça fonctionne en cas de panne radio de tout le monde, en cas de brouillage. Donc, c'est assez sympa. Mais ça marche. Et c'est pour ça, des fois, sur la chaîne YouTube, j'explique aussi les signaux. On utilise des signaux visuels entre avions de chasse. Donc, vous prenez 2 avions à 100 millions d'euros et on se fait des signaux visuels parce qu'on sait que quoi qu'il se passe, on arrivera à se comprendre. Et de nuit, on utilise des codes de lumière, un peu comme des feux. Donc, ça, au moins, ça fonctionne. Donc, si ça ne marche pas, j'allume un feu et comme ça, regardez par dehors, par la fenêtre. On communique. On va faire ça. Athé, nous avons le plaisir d'avoir monsieur le directeur général de Suisse, Lorenzo Stoll, qui veut bien poser une question. Bonjour Athé, on avait eu quelques contacts aussi déjà dans le passé sur LinkedIn, puis on n'avait pas réussi à se voir. Entre parenthèses, avant de te poser ma question, comme ça, à la place du 737 MAX, intéresse-toi à l'Airbus 220. Ça me semble être un avion tout à fait apte à remplir ce genre de mission, et lui n'est pas interdit de vol. Expérience faite chez Suisse, on en opère 29. Mais dans l'aviation civile, on parle beaucoup de just culture, une culture non punitive de l'erreur, une culture de l'apprentissage qui est très présente dans l'aéronautique, mais aussi dans le monde hospitalier, et qui commence maintenant peu à peu à venir aussi dans le monde de l'entreprise. Et puis, quel parallèle tu tirerais entre la just culture, cette culture de l'erreur non punitive que tu as pu peut-être rencontrer chez Air Canada, et comment vous gériez ça dans l'aéronaval? Ouais. Alors, très bonne question. Effectivement, l'A220, on en a chez Air Canada et c'est en haut de mon liste de choix. Je pense que si je ne vais pas sur Max, j'irai sur l'A220. Je trouve que c'est une petite merveille.
très bonne question. Moi, j'ai connu un changement de culture dans l'aéronavale. Quand je suis rentré dans la culture, le droit à l'erreur n'existait pas. On se faisait massacrer. Moi, il m'est arrivé une fois de dépasser le facteur de charge, donc de trop tirer sur le manche. Et il n'y avait aucun capteur. C'était en super étendard. Et je l'ai annoncé. Je l'ai dit à mon leader. J'étais tout jeune équipier. J'ai dit, chef, j'ai trop tiré. J'avais droit à 5G, donc tirer 5 fois mon poids. Avec cette configuration, j'ai tiré 5G3. Et là, ils m'ont interdit de vol pendant une semaine et ils m'ont donné des points négatifs. On avait une sorte de permis. Donc, je me suis fait massacrer par ma hiérarchie. Et ce qui s'est passé, c'est que les 2 ans suivants, les 2 ans de vie qui restaient à l'avion, il n'y a plus aucun dépassement de facteur de charge, alors qu'il y en avait au moins par mois. Pourquoi? Parce que plus personne ne l'annonçait, plus personne ne disait « j'ai trop tiré sur le manche » parce que tout le monde avait peur de se faire punir comme j'avais été puni. Donc là, moi, j'ai vraiment pu voir à quel point c'est dangereux pour la sécurité de ne pas être dans cet état d'esprit de culture, justement de la just culture. Chez Air Canada, c'est exactement l'inverse. C'est chez les Nord-Américains. Il y a un concept que j'aime beaucoup, que moi j'ai un peu repris et adapté dans la notion de débriefing. Mon acronyme de débriefing, c'est le GRALE, G-R-A-L-E. G, c'est pour gradeless. Dans un débriefing, à partir du moment où tu as un rapport hiérarchique, il va avoir de l'autocensure et de l'inhibition en termes de partage d'expérience. Et venant d'avion monoplace, ça tue. Il faut appeler un chat un chat. Donc, au final, en ayant un peu travaillé avec des entreprises et tout, moi, je me suis rendu compte que ce qui marchait très bien, c'est de mettre en place des débriefings vraiment horizontaux qui sont présentés comme un jeu de rôle. Un jeu de rôle où les personnes n'échangent pas par leur prénom, mais échangent par leur fonction professionnelle utilisée lors du vol. Ce qui te permet de, non pas débriefer Julien, mais par exemple de débriefer le business développeur de la semaine. Non pas débriefer Enza en tant que commandant de bord, dire Enza, mais dire commandant. Non pas débriefer telle personne mais qui était hôtesse, non pas de référence Stéphanie qui est hôtesse, mais débriefer la chef de cabine principale de manière à garder un niveau d'interaction qui est purement professionnel, qui ne va pas du tout dans le côté émotif. Hein. Ton prénom, c'est donné par tes parents. Dès qu'on t'appelle par ton prénom, tu te sens agressé en tant que personne et qui te permet justement d'aller dans cette just culture. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir échanger entre professionnels et non pas d'un certain côté entre êtres humains. Tu échanges entre costumes professionnels adossés pour la mission. Et ça, j'ai trouvé que c'était un game changer parce que c'est d'une puissance extraordinaire. Et quand tu arrives à le présenter à tes équipes comme un jeu de rôle, là, ça permet de partir vraiment dans tous les sens et tu atteins vraiment un cran supplémentaire en partage, en retour d'expérience. Et c'est souvent au chef, là, ça dépend un peu des cultures. En France, le chef aime bien parler en dernier. Aux États-Unis, il va parler en premier et un petit peu se flageller. Donc après, il faut s'adapter à la culture locale. Mais ça, vraiment, cette notion de gradeless, rankless et de jeu de rôle, je trouve ça d'une puissance extraordinaire. Et j'ai un très bon écho en France autour des workshops, des choses là-dessus, parce que ça fonctionne très bien. Je sais pas si ça répond à ta question. Absolument, merci. Merci à toi. Athé, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, fondamentalement, tu te sens plus français, plus canadien? Ça dépend des jours. Non, ça dépend du… c'est très variable. Honnêtement, moi, je me sens un mix entre les deux. Donc, j'ai servi dans l'armée française, mais tu vois, même en servant dans l'armée française, j'ai ravitaillé sur avion canadien et sauvé des forces spéciales canadiennes. Donc, c'est assez rigolo. On va dire que d'un point de vue culture de vie ou style de vie, je suis clairement européen. J'habite en Provence. Je pars habiter en Allemagne dans 2 mois. On part vivre 1 an à Nuremberg. L'année dernière, on habitait en Angleterre. Donc, on a un peu la bougeotte. On aime beaucoup ce côté européen. On veut vraiment le donner à nos enfants à faire des polyglottes. C'est très important. Donc, 3-4 ans, on sera au Canada. Mais d'un point de vue business, j'aime beaucoup l'Amérique du Nord. Et surtout en tant que tout petit groupe, j'ai vu passer une question, combien on est dans l'équipe. On est géométrie variable entre 3 et 6. J'ai des personnes qui m'aident un petit peu pour tout ce qui est informatique. J'ai un spécialiste de la gestion de stress dans l'équipe que j'ai débauché de l'armée, qui était mon préparateur physique et mental au combat. On est un petit groupe et j'aime beaucoup l'état d'esprit américain qui est que tu vas là-bas, tu rencontres un patron, tout ça, il est salut plaît, dans la foulée, ça signe, ça va très vite. J'ai eu des contrats étatiques en France qui… c'est 18 mois avant de signer. Donc, je trouve que quand tu as une compagnie de ma taille, on parle d'une toute petite structure, le fait de pouvoir faire du business à l'américaine est quand même un vrai plus. Donc un mix entre les deux, en fonction de ce qui m'arrange. Merci beaucoup. Si quelqu'un aimerait poser une question, vous l'écrivez dans le chat, comme ça je vous repère. Si tu n'avais pas eu cette carrière-là, Athé, tu aurais voulu faire quoi?
Ça dépend des jours. Une partie de moi aurait adoré être prof de plongée aux Maldives. Tu vois, rien à voir. Mais il fait beau, c'est sympa. Enfin, tu vois, bah, vraiment une vie complètement différente. Mais sinon, plus ça va, on va dire, moins je regrette la carrière que j'ai parce que maintenant, je peux amener ma carrière où j'ai envie. Et c'est vraiment ça qui me plaît. Euh, En fait, quand j'étais militaire, le fait d'être dans une grande structure, tu connais les étapes. Et l'accession aux étapes supplémentaires, hiérarchiques ou autres, n'est pas forcément uniquement due à ta performance. C'est un peu l'administration. Dans le monde civil, ce que j'adore avec le capitalisme, c'est que la notion de création de valeur est au-dessus de tout pour les petites entreprises ou les consultants ou conférenciers comme moi. Si tu arrives à faire une différence, si tu arrives à créer de la valeur, en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose qui t'arrête. Tu crées une chaîne YouTube, tu arrives voilà, à faire 2,5 millions de vues, et ben là, moi, je viens de rentrer en contrat avec un groupe pour rencontrer des champions dans certains sports et faire une vidéo par mois au contact de champions. Comment est-ce que j'ai réussi à avoir ce contrat? J'ai décidé de tenter un vlog, donc il y a un format de vidéo court de 12 minutes autour du voyage. Une agence a vu mon vlog, a dit c'est super, est-ce que tu veux bien faire cette expérience avec nous? Et là où je veux en venir, c'est que au fur et à mesure que tu avances, tu te crées des nouvelles opportunités que tu ne savais même pas possibles, dont tu n'avais même pas conscience qu'elles existaient. Et donc, moi, c'est vraiment là-dedans que je prends du plaisir maintenant, c'est dans le chemin. Et à chaque journée, en fait, aller un peu dans une nouvelle direction en appliquant la méthode. Hein. On s'adapte en fonction de ce qui se passe dans le monde. Et je pense qu'en fait, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que je suis dans cette sorte d'incertitude un peu maîtrisée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qui au final me convient très bien. Alors, il n'y a personne qui s'annonce pour des questions. Alors Ah, Philippe, re-question. Philippe Meyer. Il faut... Oui, je ne veux pas monopoliser, hein, mais Athé, dans 3 mois, les Suisses vont devoir voter pour l'acquisition d'un avion de combat. Et je sais qu'au Canada, c'est aussi tout un imbroglio, l'achat d'avions de combat pour renouveler la flotte actuelle. Quels conseils tu donnerais aux Suisses? Ouais. Moi, le conseil que je donne, c'est partir de la vision finale. Quel est l'objectif? Pourquoi est-ce que vous voulez un nouvel avion de combat? C'est quoi le cahier des charges? Donc, au final, vous êtes une nation indépendante. Donc, je pense que vous voulez un avion dont vous maîtrisez à 100% l'utilisation de la technologie, ne rien devoir à personne. Je pense que ça, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu achètes, par exemple, américain, il y a des clauses qui vont avec. Regardez dans la presse les pays du Nord. Les pays du Nord ont découvert que leur F-35 envoyait des informations sans leur dire. Ils ont découvert qu'ils envoyaient des informations aux États-Unis. Ils sont en train de vendre le Rafale. C'est quand même un point, je pense, important qui est tu achètes un matériel et tu en fais ce que tu veux avec. Mais ça peut être, il n'y a pas que les Russes, par exemple, tu achètes du matériel russe, tu fais ce que tu veux avec. Hein. Donc ça, c'est des points importants. Donc je pense cette notion de rien devoir à personne. Ensuite, la notion interception. Il te faut un avion qui va pouvoir monter, accélérer fort, bien évoluer à haute altitude parce que vous avez des montagnes, donc pas un avion assez puissant quand même. Ensuite, en termes de distance, il ne vous faut pas forcément un gros avion parce que vous avez quand même un petit pays pour un avion de chasse. Donc, par exemple, si tu me dis un F-15 ou un Super Hornet, c'est quand même des gros avions, c'est très bien, c'est des super avions, mais voilà, c'est des gros avions. Je pense que petit pays, petit avion, souvent ça va bien ensemble. Le Gripen est un petit avion, tu vois, c'est plus adapté. Mettre un Gripen au Canada, ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Pourquoi? Parce que plus l'avion est gros, plus il prend du pétrole, plus il va loin. Quand tu as un grand pays, il faut pouvoir aller loin. Un Gripen en Suisse, ça fait du sens. Un Rafale en Suisse, oui, ça fait du sens. Un Super Hornet en Suisse, bah, c'est un peu gros, mais pourquoi pas. Mais je pense que c'est ça. Et ensuite, quelles sont les missions que tu veux faire avec et le degré d'interopérabilité. Mais là, moi, je pense que le plus important, c'est ce côté, l'objectif, ce que tu veux, et surtout cette notion d'indépendance. Je pense que c'est ça le plus important. Merci beaucoup. On finira avec la question de Lorenzo Stoll et tu nous expliqueras d'où vient ton call signé Athé pour finir. Moi, j'aimerais savoir si aujourd'hui, en fait, 2 choses par rapport aux jeunes. Un jeune vient te voir et te demande ce que tu lui conseilles de faire, soit dans ton parcours, soit dans un autre. Et première question. Et deuxième question, comment tu prendrais la nouvelle si un de tes enfants
voulait faire la même carrière que toi? Ah, alors ça, c'est une grande discussion. Je reviendrai dessus juste après. Alors, le conseil que je donne, moi, c'est d'essayer. Il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est à partir du moment où tu as envie, où tu t'intéresses à quelque chose, c'est de te donner les moyens de maîtriser cet environnement. Moi, j'ai un principe très simple. Je n'avance pas dans un projet, une industrie ou une tâche si en espace de 2 ou 3 heures de recherche intensive sur Internet, je n'arrive pas à maîtriser un minimum l'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a de tels outils à disposition maintenant avec Internet, avec LinkedIn, avec les réseaux, pour se comprendre un milieu, que je pense qu'un jeune, ce qu'il doit comprendre, c'est que tiens, je m'intéresse à l'aviation, boum, je vais tout donner, je vais aller regarder des chaînes YouTube, je vais regarder des reportages, je vais vraiment comprendre ce qu'est cet environnement avant d'avancer mes pions. On a cette chance d'avoir accès à cette information, ce monstre d'information. Je pense que le plus important chez un jeune, c'est leur donner cet état d'esprit de recherche d'informations constantes. Et moi, je le vois au quotidien avec ma chaîne YouTube. On te pose des questions. Il allume son téléphone, le jeune, il dit « Allô Google » et il pose la question, il a la réponse. Et ça me vexe presque qui profite de l'occasion de communiquer avec moi pour me poser une question aussi bas de gamme. C'est qu'il n'a pas compris qu'il aurait pu avoir la réponse avant. Donc, je pense que le plus important, c'est ça, c'est cette projection, ce que moi j'appelle l'anticipation, la maîtrise de l'environnement dans lequel tu vas. Je pense que le plus important, c'est ça. Ensuite, pour ce qui est de mes enfants, on me fait souvent la blague pour mon petit dernier qui est un garçon. Ils m'ont dit, papy était pilote de chasse, papa a fait la guerre, était pilote de chasse, après il fait de la télé, machin. Lui, il risque d'avoir une certaine pression. Donc, moi, je dis, il n'a pas le choix, il faut qu'il aille bosser pour Elon Musk et qu'il aille sur Mars, quoi. Donc, à part ça, je lui mets toute la pression. Donc, s'il veut faire dans l'aérien, je lui dirais, fais plutôt dans l'espace, je pense que c'est plus porteur. Donc, j'essaie de le pousser dans l'espace. Et pour la petite histoire, moi, je travaille pour Ariane Group. Je suis leur formateur au leadership en anglais. Donc, tu vois, j'essaie même de faire un petit réseau dans l'espace qui pourra peut-être lui être utile un jour. Bon, en espérant que tu ne laisses pas les fusées au sol, dans la petite blague. Alors, je suis navrée, maintenant il y a d'autres questions, mais on va finir par le fait que tu nous racontes pourquoi athée. Question de Lorraine. Ouais, bien sûr. Donc, mon nom de famille, c'est Chué. Donc, athée, Chué. J'éternue beaucoup le matin quand je ne suis pas en forme. Athée, Chué, athée, souhait. Ça vient tout bêtement de là. Et si je peux me permettre, j'ai juste passé une question que j'ai vue très intéressante sur le syndrome de l'imposteur. On m'a demandé si j'en souffrais. Oui, alors je trouve que c'est important d'échanger là-dessus. Oui, moi j'ai beaucoup souffert du syndrome de l'imposteur, ce qui m'a permis, je pense, de bien progresser dans mon travail. Et après, je l'ai identifié il y a 3-4 ans. Et c'est quelque chose que j'entretiens en pleine conscience parce que je trouve que ça me force à travailler plus, ce qui me permet d'être plus efficace dans tout ce que j'entreprends. Donc, j'ai identifié le syndrome de l'imposteur comme quelque chose que je subis et j'essaye de l'utiliser à des fins productives pour me lever comme l'autre jour à 5 heures du matin, faire des vidéos, avancer et maximiser ce qui se passe dans une journée. Donc, pour Nicolas, voilà, c'est quelque chose que j'ai tourné à mon avantage en fait. Merci beaucoup. L'heure a passé en 1 minute. Je vous propose d'ouvrir vos micros pour un applaudissement pour Athée Chuet. Oh, merci. Merci à vous. Alors, merci beaucoup à tous. Plusieurs choses qui arrivent. Merci de répondre au petit sondage. Ça nous est vraiment fort utile pour continuer de travailler aussi avec cette méthode. De toute façon, tout ne sera plus tout à fait comme avant. On va reprendre le présentiel, mais probablement on continuera également sur des plateformes. Je profite pour remercier Julien de l'incroyable travail qu'il fait pour qu'on soit toujours présent. On fera une photo habituelle, vous savez, la photo déjantée qu'on aime bien mettre sur les réseaux sociaux. Alors, tous ceux qui ont la gentillesse de se montrer, mettez votre caméra, puis on fera la photo comme ça. J'aimerais juste vous donner les 2 événements suivants, c'est-à-dire mercredi, nous recevons dans le cadre du Cercle des dirigeants d'entreprise sur la plateforme Zoom CDE, Blaise Matet. On va parler télétravail. Est-ce que c'est une chance, une opportunité ou au contraire, peut-être, devrions-nous nous en méfier un peu?
Vous le sondage pendant que je parle. Et lundi prochain, ça sera le 29. Vous savez que les Suisses voteront le 27 septembre sur une initiative UDC qui consiste cette fois à vouloir fermer l'espace européen, notamment au niveau de la libre circulation, mais pas que. Et nous aurons 3 invités. Céline Amaudru, qui est de l'UDC, donc vice-présidente suisse de l'UDC, conseillère nationale. Elle fait partie du groupe, je parle pour nos amis français, qui a lancé cette initiative. Nous aurons également Robert Kramer, ancien président du Conseil d'État genevois, qui a également été sénateur. Lui, il est vert et bien sûr, il est plutôt contre l'initiative, en tout cas au niveau intellectuel aussi. Et nous aurons le remuant Charles Poncet, avocat international, il a été aussi conseiller national chez les libéraux en son temps. Et ce beau monde nous expliquera pourquoi il faut voter oui, pourquoi il faut voter non. Vous pouvez déjà vous inscrire. J'espère que vous avez rempli le petit sondage qui apparaît. Et puis, on ne se quitte évidemment pas sans encore une fois remercier de tout cœur Atéchué. Il faut dire qu'on a organisé cet entretien en jeudi en fin de journée. Voilà, c'est Athée. Il est d'une gentillesse infinie. Vous êtes tous là pour la photo? On va qui met le masque. Monsieur Stoll, tu es là? Lorenzo? Ah, super. Il me faudra encore un petit carré pour finir, là. Puis comme ça, on fera… Qui veut encore s'y coller? Il m'en faut encore un. Allez, soyez pas timide. Bon, bah tant pis, on y va comme ça. Alors, vous connaissez le principe au cercle. C'est d'abord la photo. Produit. Pardon? Petit placement de produit. Placement de produit. Alors, la photo sérieuse, enfin, vous pouvez sourire, bien sûr. C'est Julien qui opère. 1, 2, 3. Et la photo déjantée, lâchez-vous, c'est celle-ci qui ira sur les réseaux sociaux. Philippe, tu pars? Ah, il revient. Lorenzo, tu avais ton avion, c'était sympa. Ok, on y va. C'est fait? Ok. Vous êtes formidables. Je me réjouis de vous voir bientôt. Je vous souhaite aussi un bel été. On se quitte. Athée, tu restes encore un petit peu. Et puis, à bientôt. Bye bye tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonsoir, Au revoir merci. tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très bonne soirée. Au revoir. Merci Athée, merci tout le monde. Merci à toi. Super. Au revoir Claude, à bientôt. Au Fulvio, extra. Monsieur Cagnier et Fulvio, au revoir. Julien, tu arrives peut-être ici. À les faire partir. Et encore Monsieur Camille. Super. Enfin seul. Je suis avec Patrice. Attends, je vous présente. Julien, je t'avais parlé un petit peu de pâtes. Tiens, regarde,